programme, c'était aussi notre question de recherche, l'idée de travailler sur une certaine conception du professionnalisme que se font de leur métier des chargés de communication qui sont atypiques, parce que ce sont nos anciens étudiants, on les a formés au métier de l'intelligence économique. Et puis finalement, ce dont on va plutôt vous parler, c'est des métiers et des carrières de nos anciens étudiants, puisque moi je suis chercheuse en communication organisationnelle. C'est en tant que telle que j'ai été recrutée pour intervenir dans des masters en intelligence économique, mais nous parlons bien depuis des masters d'intelligence économique. Donc Nicolas Moinet, qui n'est pas avec nous, mais qui est professeur des universités en SIC et qui est en poste dans un IAE, et qui s'occupe d'un master qui a vraiment dans son intitulé les deux éléments, intelligence économique, communication stratégique. Patrick, qui est avec moi, qui est responsable d'un parcours de master en intelligence économique à Marne-la-Vallée, qui s'appelle désormais intelligence stratégique, analyse des risques et des territoires. Et moi qui suis responsable de l'autre parcours, qui s'appelle ILMS, donc influence, lobbying et stratégie de communication par les médias sociaux. Voilà pour la petite présentation. Notre méthodologie de travail, elle a été assez simple en fait. Moi j'ai reproduit ce que j'ai fait quand j'ai été recrutée dans ces masters d'intelligence économique. J'étais comme vous, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je suis allée parler avec des consultants en intelligence économique, avec des responsables de master en intelligence économique pour essayer de comprendre ce que c'était que ces métiers. Donc on a fait des entretiens semi-directifs, on est allé de nouveau rencontrer des anciens, des diplômés, ça c'est classique, on a discuté avec les profs, on a enquêté sur les maquettes de tous les masters en intelligence économique qu'il y a en France, et ça fait 9 en fait, des masters sérieux, donc c'est pas non plus quelque chose de complètement dérisoire, même si vous ne connaissez pas très bien. De manière un petit peu plus originale, on a fait une analyse sémio-discursive des profils sur LinkedIn de nos anciens étudiants. Et d'emblée, je démine votre critique de la méthodologie, c'est-à-dire que puisque nous sommes allés sur LinkedIn voir des profils d'anciens étudiants, ceux qui sont sur LinkedIn, c'est ceux qui sont plutôt contents de mettre en visibilité leur parcours, et c'est ceux qui savent le faire. Donc de toute évidence, on a un petit biais. On s'est quand même rendu compte que dans les profils qu'on avait étudiés, on avait souvent des gens dont on se rappelait bien. Et pourquoi on s'en rappelait bien? Parce que c'était des bons étudiants. Voilà. Bon, évidemment, je vous ai beaucoup parlé d'intelligence économique et vous ne savez toujours pas ce que c'est. C'est pour ça que Patrick va vous l'expliquer. Alors juste avant, alors moi je suis CIFRE aussi, j'ai fait une CIFRE, je viens de l'industrie d'armement. Moi j'étais payée par la DGA et pareil, hein, je suis chercheuse, rassure-toi, ça arrive. Mais alors juste pour revenir sur votre CIFRE, en fait vous êtes, au labo vous n'êtes pas perçu comme un vrai thésard, toi tu es un CIFRE. Et dans l'entreprise, tu n'étais pas un vrai salarié, tu étais une sorte de super stagiaire, donc c'est vraiment déjà une hybridité au départ. Alors définition de l'IE, deux définitions. La nôtre, modestement, hein. Ensemble des méthodes d'action légale de veille, de management des connaissances, de sécurité et d'influence qui sont orientées vers un double objectif de maîtrise et de protection par les entreprises des informations jugées stratégiques. En fait, il faut inventer que l'intelligence économique trouve, plonge ses racines dans le renseignement. Le renseignement étatique, renseignement militaire, renseignement à vocation de sécurité, renseignement qui a posé des procédures, des process depuis très très longtemps, notamment le cycle du renseignement, qui consiste en l'orientation de la recherche, la collecte, le traitement, la diffusion d'informations. Deuxième définition, celle de Nicolas Moinet, l'intelligence économique, c'est une habileté. C'est donc quelque chose qui met en œuvre des savoir-faire, des compétences, c'est l'homo habilis, hein, à comprendre finement et globalement un environnement complexe. Le mot intelligence économique n'est pas à prendre comme intelligence, le renseignement, mais plutôt comme l'intelligence de intelligo intelligere, le fait de faire du lien entre les choses et la compréhension. Dans un environnement complexe, donc, pour prendre la bonne décision. Il y a donc cette vocation d'aide à la décision qui est fondamentale dans cette définition. Continue. Dans la structuration française des sciences de l'information et de la communication, il y a un I au milieu, c'est information, et ce I se sent un petit peu mal aimé. Ils sont assez complexés, nos spécialistes en sciences de l'information. D'abord, numériquement, ils sont beaucoup moins nombreux maintenant. Et surtout, on va un peu les cantonner dans ce qu'on appellerait l'information documentation, la bibliothéconomie. Alors que ce I, il est bien plus riche, parce que derrière le I d'information, il y a l'intelligence. Si vous voulez un petit peu en savoir plus sur la manière dont ce I a été propulsé au début des cycles et puis finalement oublié et puis maintenant essaye de revenir, il faut lire un numéro spécial de la revue Communication Organisation
avec ce titre assez évocateur, Dimension oubliée de l'intelligence économique. La place aussi du I de information, moi je vais la revendiquer à travers ma participation active à des réseaux européens, notamment le réseau UPRERA, donc le réseau qui est l'équivalent de la SFIC au niveau européen, mais qui se définit non pas par l'étude de l'information et communication, mais par l'étude des relations publiques, un terme qu'on n'emploie plus du tout en France. Dans l'étude des relations publiques, il y a un groupe de travail, ils sont 5, le 5e c'est le lobbying. Et le lobbying fait partie de l'intelligence économique, donc c'est un petit peu comme ça que se fait le lien et mon positionnement. En France, l'intelligence économique, c'est un ensemble de pratiques, c'est une habileté, mais c'est aussi un champ professionnel qui a été promu par une volonté politique, qui s'est actualisée dans des politiques très musclées du côté des CCI, des chambres du commerce et de l'industrie. Elle a été promue par le fait qu'il y ait eu une personne qui a joué le rôle de secrétaire général de la Défense nationale et qui a publié un référentiel de Matignon sur l'importance pour la France de faire de l'intelligence économique. Et vous voyez que derrière, et c'est ça un petit peu pour moi le versant noir de l'intelligence économique à la française, derrière il y a quand même une notion un peu patriotique. On va servir les intérêts des entreprises françaises, une vision qui peut être un petit peu datée à l'heure actuelle. Je vais passer très vite. Là, ce que je vous ai juste copié-collé, c'est pas de moi, je vous ai copié-collé ce qu'on appelle le 5e pilier de l'intelligence économique. Et dans ce 5e pilier, on nous parle en permanence d'influence, de contre-influence et de communication. Dans cette petite diapo, on a fait quoi? On a juste pris des photos, des profils sur LinkedIn de 2 étudiants qui sont des anciens étudiants à nous. Donc le premier, vous voyez apparaître exactement, Anaïk, comme tu nous disais, le vocable communication d'influence. Alors communication d'influence, dans une copie de première année de licence, qu'est-ce que vous dites? Pléonasme, ça c'est pas possible, on ne peut pas parler de communication d'influence. Malgré tout, ce vocable en ce moment, il est énormément poussé. Alors, il est poussé. Alors, j'ai essayé de comprendre un petit peu dans quelle acception. Première acception, on parle de communication d'influence dans toutes les formations où on veut dire qu'on fait de la com, mais en fait, on va être efficace. Vous prenez les cours de Sciences Po au niveau MBA en formation continue, on va parler de communication d'influence. Vous prenez les cours de Sciences Po en intelligence économique, on parlera de communication tout bêtement. Communication d'influence, c'est un petit peu un appât pour tous les professionnels qui veulent se former et que l'on va rassurer sur le fait que, certes, on fait de la com, mais on sait mesurer l'efficacité de nos actions. Deuxième acception, communication d'influence pour tout un ensemble de formations et de présentations. Je parle de sites commerciaux, de cabinets de conseil en IE. La communication d'influence, c'est toute la communication. C'est les relations presse, c'est le community management, c'est la veille, c'est tout en fait. À partir du moment où on dit qu'on fait de la communication d'influence, on sait tout faire. Et la troisième acception, c'est l'idée que la communication d'influence serait la troisième dimension d'une communication où il y aurait tout d'abord les relations presse, c'est les journalistes, le lobbying, on va vers les membres des milieux décisionnaires français, et quand on fait de la communication d'influence, on parle au tout venant, on parle à tout le monde. Et ça, c'est un pilier qui serait important. Le deuxième personnage là, que l'on vous cite, c'est Christophe Audouin, donc, qui est un ancien de tes étudiants, dont la présentation du profil nous permettait d'illustrer. Oui, en fait, c'est pas un étudiant, c'est un intervenant. Oui, et on l'a mis à titre illustratif parce qu'en fait, il fait partie de cette génération de responsables d'intelligence économique. On a M. Noël chez SFR, par exemple, M. Pinault chez Total, ou ici Christophe Audouin, dans des grands groupes industriels CAC 40, qui viennent du domaine de l'intelligence économique et qui, en fait, aujourd'hui, sont sur des problématiques qui sont liées soit à l'irréputation, à la veille d'image, mais dans une vocation soit sécurité, et sécurité vraiment au sens propre du terme. La veille réputationnelle de SFR n'est pas la communication. La communication est une source d'information, mais c'est la sécurité qui va le gérer. Et c'est ça qui donne, pas dans la dimension marketing bien sûr, mais au niveau réputationnel, sur l'impact que ça peut avoir sur les activités du groupe. Au niveau de Total, le responsable de la gouvernance de l'information, pour l'ensemble du groupe, et au sens large du terme, y compris au niveau éthique, est quelqu'un qui vient de l'intelligence économique. Monsieur Audouin travaille justement sur des sujets de relations publiques avec les... C'est un acteur de l'eau et comme tous les industriels de l'eau en France, le client principal ce sont des collectivités. Et bien en fait ces acteurs-là, industriels, mettent en place des projets très lourds de plateformes d'échange avec les collectivités dans une vocation de communication publique. Et donc on quitte le pur, entre guillemets, le métier de base qui est celui de la veille, puisqu'en fait, je vous l'ai dit, l'origine vient du renseignement, mais c'était une petite partie de l'activité de l'intelligence économique,
c'est la partie competitive intelligence du monde anglo-saxon, mais qui recouvre en fait aujourd'hui des réalités beaucoup plus larges dans le vocable d'intelligence économique. Ce côté sulfureux d'intelligence économique, on le retrouve encore aujourd'hui malheureusement, d'une part parce qu'il y a une étiquette, les acteurs qu'on a cités, que ce soit Alain Juillet en France, donc ancien haut responsable interministériel de l'intelligence économique, vient de la DGSE, les services secrets. Le rapport Martre, qui est le rapport qui a forgé l'intelligence économique, Martre vient de l'aérospatiale, donc aéronautique de défense, missiles également. On a donc des acteurs qui viennent de la défense, je viens de la défense également, et donc c'est forcément un petit peu connoté. Il faut inventer que ça s'est vraiment civilianisé du fait des enjeux pour les entreprises. Aujourd'hui, le transfert de compétences s'est fait mais vraiment totalement vers des acteurs qui ne sont pas du tout issus de la défense et qui se sont appropriés ces démarches-là. Sur la dimension sulfureuse, le mot barbouze, vous n'êtes pas familier avec ce mot dans le contexte canadien. Un barbouze, c'est un ancien militaire, un ancien policier qui va se reconvertir et utiliser des compétences qu'il n'est pas censé utiliser et surtout des accès à certains fichiers qu'il n'est pas censé utiliser. Puis après, le mot barbouze, il nous amuse dans le contexte français parce que ça fait un peu film à la Audiard. On voit des gens qui sont un petit peu patibulaires. Voilà. Ce qui n'est pas notre cas. Non, non, un peu lucide. Alors, de ce fait, donc, la relation entre l'IE et la com, elle est un petit peu paradoxale. La fonction IE, elle va être légitimée du simple fait que certaines fuites sont liées à l'utilisation d'outils et de techniques numériques de communication. Il y a des failles de sécurité, des failles liées à des intentions de nuisance, beaucoup plus de failles liées à de la négligence, mais la com va permettre à des consultants en intelligence économique de vendre une compétence que les chargés de com n'auraient pas. Ils ne sauraient pas faire de la sécurité. Ils seraient en gros imprudents. Vous êtes imprudents, donc nous avons du boulot. Je simplifie. En fait, il y a aussi une double dimension dans la communication que doit pratiquer le responsable d'intelligence économique. Il y a une dimension interne. En fait, on parle aujourd'hui d'intelligence collective. Il y a donc vocation à mobiliser les collaborateurs pour qu'ils participent à la démarche. Ce n'est pas un métier qui doit se vendre auprès des autres acteurs en interne pour que les gens connaissent l'activité d'intelligence économique. Il s'agit vraiment qu'un maximum de salariés, d'experts, de techniciens, d'ingénieurs, de commerciaux, de communicants se joignent à cette démarche-là pour co-créer de la connaissance. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de présenter le métier, il faut que les gens soient mobilisés. Donc il y a vraiment une démarche très forte à ce niveau-là vers les salariés de communication. Et d'autre part, il y a vis-à-vis du décideur un enjeu très fort puisqu'on fait de l'aide à la décision, mais encore faut-il que le décideur accepte cette aide-là. Donc il y a un double travail, un travail sur le format des supports que l'on délivre, où il faut les marketer au sens propre du terme, il faut que les documents soient sexy, illustrés, sourcés, soient aussi mis en forme de façon à distinguer le fait sur lequel il n'y aura pas de débat et l'analyse que va faire modestement le responsable d'intelligence économique, de façon à ce que le décideur ne jette pas tout d'un coup s'il n'est pas d'accord sur l'analyse. On va vraiment distinguer les deux, donc un travail de forme et un travail également dans la transmission des messages vis-à-vis des acteurs. Lui, on illustrait avec Antigone sur le syndrome du messager. L'idée, c'est de passer à travers ce syndrome-là. Le syndrome du messager, en fait, c'est quand on fait remonter des mauvaises nouvelles. Quelle est la première réaction du roi quand il est en colère? C'est vous couper la tête. Donc il y a un enjeu à ce niveau-là de faire passer des messages, même négatifs, de créer de la confiance sur la durée, y compris quand ça ne va pas, pour éviter ce qui arrive dans beaucoup d'entreprises. J'ai même vu des entreprises françaises CAC 40 censurer leur propre revue de presse en interne, encore aujourd'hui, c'est aberrant, parce qu'on a peur de fâcher le décideur. Nous, on doit passer à travers ça. La communication, elle est présente logiquement, mais je dirais banalement, parce que l'un des débouchés, c'est consultant en IE. Quand on est consultant, il faut qu'on fasse la promotion de son activité. C'est plus simple de vendre son activité quand on bosse dans une SS2I que quand on bosse dans un cabinet d'IE. Donc il faut vraiment être pédagogue. La communication est présente dans la dimension de prospection commerciale, de publicité, de gestion de la relation client. Comme dans tous les métiers du service, là on ne fait pas exception. Comme dans tous les métiers du service, cela dit, nous on a quand même un petit souci supplémentaire. C'est-à-dire que l'image de l'intelligence économique dans certains domaines, c'est l'idée qu'il va être un veilleur qui sait paramétrer une plateforme de veille, mais que la plateforme de veille va faire le boulot à sa place. Et Québecrolles ne se prive pas de mettre en avant cette image-là. Québecrolles veille pour vous, vous n'avez pas besoin de faire le boulot. Pourquoi prendre un salarié qui va vous coûter cher, ça va être compliqué de le licencier, vous avez Québecrolles. Donc ces savoir-être communicationnels vont prendre vraiment une dimension bien plus importante que prévu initialement dans des métiers qui sont associés à une dimension du secret. Les qualités relationnelles, elles vont être très importantes aussi dans ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est un mot très élégant pour dire qu'en intelligence économique, on envoie par exemple des gens sur des salons
pour retirer de l'information. Et donc en gros, on est capable d'avoir une conversation. Hein, et dans ce contexte de conversation, retirer de l'information. Et j'ai eu aussi des consultants qui m'ont dit mademoiselle, vous êtes très intelligente, mais regardez, moi j'ai 50 ans, j'ai les cheveux blancs, moi j'inspire confiance. Et ça, c'est cette apparence, hein, la dimension de l'apparence dans les métiers d'intelligence économique. Paradoxalement, nos consultants nous en ont beaucoup parlé. C'est pour ça en fait. Et ironiquement, c'est vrai qu'il y a des thématiques que vous ressentez en com, qu'on a très fortement d'intelligence économique, c'est vraiment la peur de la déprofessionnalisation. Parce que maintenant, tout le monde se dit « Oh là là, je sais utiliser Factiva, donc KB Crawl, je vais pouvoir savoir l'utiliser aussi. » C'est pas aussi simple. Là, on a juste fait un petit copier-coller de CV pour vous montrer la navigation de nos étudiants qui vont faire 2 ans chargé de marketing opérationnel, 2 ans social media analyst, 2 ans consultant digital, Dieu sait ce que ça veut dire, puis 2 ans manager data strategy. Donc on a vraiment des navigations dans les carrières qui sont très très impressionnantes, avec un brouillage complet entre des frontières entre IE et com, et management de projets de digitalisation. De ce fait, on n'est pas idiot. Oui, je fais ma conclusion. De ce fait, on n'est pas idiot. Dans nos plaquettes, on a mis en évidence cette hybridité des métiers, parce que si on reçoit des offres d'apprentissage hybrides, il faut qu'on recrute des étudiants qui ont envie d'aller vers ces métiers hybrides. Et la petite illustration que l'on voulait vous montrer, c'est un verbatim d'un étudiant qui nous a écrit ça par mail. Je suis actuellement responsable du pôle veille et intelligence économique chez B. J'ai des missions de veille, concurrentielle, innovation, médias, sujets chauds ou sensibles pour la com. Donc là, il nous rassure, vous m'avez formé en intelligence économique, c'est bien ce que je fais. Mais derrière, il nous dit, je fais des recherches en tout genre, donc oui, ce que je fais a des liens avec l'IE, mais mon job est très lié à la com, puisque je suis rattachée à la DIRCOM du groupe et on est de façon à côté. En ce moment, nous mettons en place une action de com interne. Il a des compétences techniques, il est en train de créer des vidéos. Grâce à ça, je dois faire reconnaître le service de documentation auquel j'appartiens en interne. Donc en fait, il ne sait plus où est-ce qu'il est. Je travaille pour la com de la holding et pour les DIRCOM des filiales. Je dois suivre les retombées médias de certains chantiers emblématiques ou des sujets sensibles sur lesquels le groupe pourrait être touché. En termes de compétences, de positionnement dans l'organigramme, de rôle, est-ce qu'il est prestataire, est-ce qu'il est partenaire, est-ce qu'il est acteur, est-ce qu'il est stratège, est-ce qu'il est opérationnel, il est incapable de faire le distinguo entre tout ça. Voilà. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé Sandrine. Merci beaucoup. Donc on a maintenant 20 minutes de questions-réponses. Là j'invite toutes les personnes à rester là, parce que toutes les personnes qui ont présenté une communication Élise et Noah. Donc il y a déjà une question d'Amaya, donc vas-y Amaya. Oui, j'ai une question pour Lucie et Patrick. En tant que responsable de master, j'étais assez intriguée par les profils des étudiants au master. D'où viennent-ils, qu'ont-ils fait avant de faire ce master en intelligence économique? Est-ce qu'ils viennent plutôt de l'économie? Je dis vraiment en ignorance, de la com, d'autres disciplines encore. Alors, dans ma partie, donc ISAR, intelligence stratégique, analyse des territoires, c'est très très ouvert. Les ingénieurs, peu. 50% de la promo, ce sont des primo-arrivants. Ouais. Qui viennent d'Angers, d'école de commerce. Quelques personnes qui viennent d'Infodoc, autrement des gens qui viennent soit d'école de commerce, soit d'histoire, de géographie, des profils vraiment très très ouverts. Et en fait, finalement, cette ouverture des profils enrichit la promotion, puisqu'on a des compétences très très différentes. Et ça, c'est intéressant dans le travail de l'apprentissage, qui est souvent par... on fait des business games, on fait des travaux collectifs, on fait des simulations. Et du coup, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'autres d'expérience, dans les projets tutorés. Mais par rapport aux offres qui sont proposées, le but quand même, c'est l'employabilité également. Il s'agit de les mettre sur le marché du travail. On adresse des acteurs très très différents. Et ce panel très large, finalement, est une richesse, à la fois pour le master, mais aussi pour l'employabilité. Et moi, au niveau du Master 1, je veux dire de manière très simple, 50% qui viennent d'Infocom et le reste hyper varié, avec quand même une spécificité qui est liée à notre localisation à Paris-Est.
où on n'a pas de cursus L1, L2, L3 en infocom. En revanche, on a une filière sociaux qui est assez forte. On a AES qui a des gros... Mais on a aussi beaucoup de gens, enfin tous les ans, je récupère 2-3 Rennais. Et on prend des licences professionnelles qui ont cette capacité à faire des beaux supports. Et puis qui se sont rassurés en faisant un cursus court, et puis finalement ils voient qu'ils veulent continuer. Oui, pour Élise, je reviens sur tes youtubeurs. Est-ce que tu as recherché d'abord ou constaté des éléments empiriques, quantitatifs, qualitatifs, qui montreraient que la protestation contre l'influence, enfin contre les contenus commerciaux, se traduisent par une désaffection effective des chaînes? En d'autres termes, est-ce que leurs abonnés protestent mais s'en foutent, ou est-ce que leurs abonnés protestent et agissent en conséquence? En fait, je dirais que non, ils n'agissent pas en conséquence, ils vont continuer à les aimer quand même parce que c'est pas toutes leurs vidéos qui vont être en partenariat, puis ils ont un attachement très spécial avec les youtubeurs. Pour vous donner une idée, il y a une youtubeuse qui a fermé sa chaîne récemment, puis j'étais allée lire les commentaires de cette vidéo-là et les gens étaient dévastés. Il y en a qui disaient qu'ils vivaient un deuil, ils pleuraient, c'est vraiment, là, ils ont un attachement qu'on ne peut pas vraiment comprendre, puis c'est pour ça qu'ils sont prêts à le pardonner. Ils vont leur dire, puis là, je vous ai donné des exemples, mais c'est pas tout le monde, premièrement, je pense, qui va détecter ces partenariats-là. Il y a un certain public que oui, mais dans les vidéos que je visionne, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes personnes, des gens de 9, 10, 11 ans, qui n'auront pas cette intelligence-là, ou ce que je veux dire, qui ne vont pas s'en rendre compte. Donc non, autant ça déplaît à certains, mais ils vont continuer, des écoutes, puis certains vont le signaler, mais... Et justement, c'était la seconde volet de ma question, si je peux la Oui. finir. Ce que tu nous as montré comme protestation-discussion, est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que ça représente quelques abonnés? Est-ce que tu as un moyen de savoir quelle est la représentativité de ces réactions-là? J'ai pas encore ça dans mes données. Ça, c'est un aspect qu'on avait déjà parlé de peut-être comme par un logiciel, prendre les commentaires, voir justement... là, c'est vraiment par rapport à ma ethnographie, mais évidemment, j'ai pas tout regardé, j'ai pas lu tous les commentaires, il y en a tellement. Donc oui, c'est un aspect qui existe, mais je l'ai constaté, mais non, j'ai pas de données quantitatives pour le moment. Puis je vais, justement, avec mes entrevues, ça fait partie, en fait, dans mes entrevues semi-dirigées, d'une question, à savoir est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont conscience, que leur audience, des fois, va être mal à l'aise face à ça. Alors, il y avait Lucie, il y avait Josiane, vas-y. Je vais continuer là-dessus. Merci, c'était très intéressant. Moi, je m'intéresse aux tensions éthiques chez les relationnistes, en fait. Donc, c'est un peu l'autre versant. Et je suis très intéressée, une chose qui sort de mes recherches, c'est justement le rôle des entreprises du rôle social dans la formation des usages, puis ça semble être ressorti très clairement. Et je me demandais, en la matière, quelles sont les recommandations de YouTube? Est-ce qu'ils sont silencieux à ce sujet? Dans votre réponse, vous avez soulevé le fait que ça s'adresse souvent à des publics qui sont très jeunes. Au Canada, la publicité aux enfants est interdite. Et on voit là, aux États-Unis, des premiers mouvements d'instances de régulation commencent à avertir des gens sur Instagram, des vedettes qui reçoivent des avis pour dire, ils appellent ça SpamCon, à faire passer des contenus sponsorisés pour des contenus naturels. Donc on pose naturellement à côté de la bouteille de vodka, dans l'hôtel, etc. Donc, En fait, pour répondre à ta question, peut-être pour les jeunes de 13 ans, moi, c'est effectivement une loi. J'avais regardé ça au départ dans ma recherche, puis je me suis rendu compte que eux, souvent, ils vont dire que c'est pas leur public cible, en fait. Donc, qu'ils s'adressent aux gens plus vieux, en fait, mais que c'est un public plus jeune qui va les écouter. Ça varie énormément. Là, je pense que ça va à peu près de 10 à comme 25, 30 ans. C'est très, très vaste, leur public. Donc, ils peuvent facilement se défendre avec le fait que c'est pas ça mon public, c'est pas à eux que je m'adresse. Mais j'ai remarqué que dans certains concours, maintenant qu'ils le font, ils indiquent que c'est 18 ans et plus. Il y a ça qui... Et au Canada, je sais qu'ils veulent mettre plus de lois, c'est pas encore fait. Je sais pas si ça va en faire partie. Puis par rapport à YouTube, s'ils sont silencieux, en fait, je pense qu'ils aiment ça, qu'il y ait des partenariats, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ils vont monétiser davantage. Pour eux, c'est un gage de qualité. Si la marque est intéressée
à collaborer avec la personne qui va mettre des vidéos en ligne, c'est qu'elle a atteint un standard de qualité et qu'elle a des gens qui l'écoutent. Donc pour eux, ils doivent rire en fait de ça, c'est sûr. Ils font de l'argent sur leur dos. Donc moi je pense qu'ils aiment ça parce que ça fait qu'il y a plus de gens qui peuvent se professionnaliser, se consacrer 100% à YouTube et pour eux c'est que bénéfique. Je comprends, donc ils ne sensibilisent pas. Pour le moment, j'ai pas constaté ça. Non. Merci de confirmer. Maintenant, Lucille, C'est plus pour Anaïs, c'est ça? alors, Anaïs, pardon. Est-ce que tu as regardé du côté de ce que propose l'association Bernard Grégory, justement dans l'accompagnement des thésards qui vivent cette tension? Et je me posais la question, parce que je l'ai vécu il y a 15 ans, je me posais la question de savoir si est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui est proposé pour les thèses en HSS, parce que nous on était un petit peu, voilà, on était un peu folkloriques dans l'ensemble des thèses en sciences inhumaines. J'ai appris cette terminologie il n'y a pas longtemps, les sciences dures, qui se disent dures. Est-ce que tu as regardé de ce côté-là? Est-ce que toi tu as dû assister, participer à des trucs Alors, il y a pas mal de... Non, on oblige les étudiants à rien. C'est comme les... J'aimerais comparer ça aux binationaux. J'ai souvent ce sentiment parce que mon cœur est en Belgique et ma vie en France. Et j'ai l'impression que peu importe l'endroit où je serai, il va toujours me manquer quelque chose. Et tu le disais très bien tout à l'heure, effectivement, quand tu es au laboratoire, tu es le salarié de l'entreprise, et quand tu es dans l'entreprise, tu es le chercheur un peu bizarre. Ceci posé, il existe quand même des choses. Parce que du coup, il n'y a pas d'accompagnement réel, véritable, mais il y a pas mal de doctorants qui sont arrivés aux mêmes conclusions. Et par exemple, je pense notamment à ATSIF, qui est l'association des doctorants en sciences sociales. Et donc c'est un regroupement national en France et régional qui propose un accompagnement, je dirais, psychologique, émotionnel, un terrain d'écoute et d'entente pour tous ceux qui en ont besoin. Et c'est bienvenu, et évidemment, il y a des choses qui se mettent en place. Mais en attendant, oui, c'est toujours complexe de vivre cette... En même temps, c'est porteur d'opportunités. Dans l'entreprise où j'étais, donc j'étais en CIF, comme j'étais pas un vrai salarié, je pus passer outre des consignes de ma hiérarchie, j'étais pas virable. Donc je disais, oh pardon, j'ai pas fait exprès de diffuser des messages, d'aller voir les supérieurs hiérarchiques de mon supérieur hiérarchique. Et ça permet quand même d'avoir un effet de levier qui est intéressant. Totalement. Ça compense un petit peu. il y avait une autre question. Oui, je pense que c'est une question pour Élise aussi. Juste par rapport aux questions de recommandation de YouTube, etc., il y a une recommandation que YouTube fait quand même à certains YouTubeurs, c'est de lire les contrats. Il y a quand on signe un contrat, un partenariat avec une agence ou avec un réseau multi-chaîne, etc. C'est lisez le contrat et essayez de le comprendre. C'est déjà ça. Ça va pas très loin, mais c'est déjà ça. Moi, la question que je voulais te poser, c'était la question de l'entrée en fait, dans un rapport en fait, avec les agences que tu citais, notamment, je pense à Logi et Screenshot, en fait, qui apportent un certain nombre de soutien, etc. aux youtubeurs et youtubeuses, mais je me demandais en fait quel est le rapport des youtubeurs et des youtubeuses à ces agences. C'est-à-dire que le fait d'avoir des partenariats, d'avoir des chaînes commerciales, etc., qui peuvent avoir des partenariats commerciaux avec eux, ça peut avoir des influences sur des conséquences sur la réception par les gens qui suivent les chaînes, etc. Mais comment même les youtubeurs et les youtubeuses en fait perçoivent ça? Est-ce qu'ils ont l'impression de changer, de se professionnaliser justement? Est-ce que c'est une étape nécessaire? Est-ce que c'est une étape que vous souhaitez? Est-ce qu'ils le voient comme un objectif? Est-ce qu'ils le voient comme une obligation pour passer ou une opportunité? Enfin, est-ce que, notamment avec les entretiens, etc., est-ce que c'est quelque chose? Mais en fait, c'est très récent l'arrivée des agences au Québec. Donc, ce que j'ai constaté, c'est, exemple, Alexandra Larouche, que vous avez vu dans la vidéo, elle n'en avait pas avant. Donc, il y en a pour certains, ou Cynthia Duluth qui a lancé un livre, elle avait dit, pour elle, ça avait été un soulagement au moment que Slingshot est arrivé et qu'ils sont allés la chercher parce qu'elle en avait beaucoup sur les épaules, je veux pas. Ça peut avoir l'air de rien, là, mais c'est long. Faire du montage, ce qu'ils font, c'est quand même du travail malgré tout. Puis avec justement les demandes qu'ils reçoivent, les nombreux messages, ils répondent tout le temps à leurs abonnés, ça les a comme enlevé un poids pour certains. C'est sûr que, et d'ailleurs, à la suite de cette vidéo-là, dans les commentaires,
elle faisait un échange avec Cynthia Dulude et elle disait c'est pas à cause que j'ai une agence, c'est pas mauvais, là, elle rassurait comme ses abonnés parce que justement elle disait avant d'avoir mon agence, je regardais pas les statistiques. Pour moi, je le faisais pour le plaisir, oui, il y avait un revenu à ça, à un moment donné, ça a été assez pour vivre de ça, mais c'était pas mon objectif précis. Fait que je pense que peut-être que pour les prochains youtubeurs qui vont se professionnaliser, ça va peut-être être rendu un objectif d'atteindre les agences, mais que pour ceux qui étaient déjà là, ça a comme été un soulagement. Je sais pas si je suis claire dans... Alors là, j'ai noté encore 3 questions, je pense qu'on s'arrête là après. Alexandre, Lucille et Élise. Ah, Vas-y. j'avais plein de questions. Oui, mais je suis la Alors, gardienne du temps, même, ouais, même pour les questions. Ok. Bon, il faut que je choisisse. Alors pour faire très vite, moi je me demandais, est-ce que tu parlais des conflits entre anciens chargés de com et CM, comme là on s'intéresse beaucoup à la professionnalisation, est-ce que tu as l'impression que tu voyais des compétences partagées par exemple sur lesquelles les gens se disputaient derrière en se disant là il y a un enjeu stratégique, est-ce que je continue d'exister, donc il ne faut surtout pas que j'accepte ces nouveaux entrants. J'ai un autre élément, il me semble, qui serait super intéressant à creuser là dans nos questions réciproques. Anaïk, est-ce que tu ne penses pas que l'incompréhension dont tu parles des cycles, c'est pas quelque chose qui est beaucoup plus général sur les SHS? Parce que finalement, moi, de mes projets interdisciplinaires, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème avec les sciences que humaines à partir du moment où elles arrêtent de problématiser, où elles se mettent à appliquer des questions de l'industrie ou des organisations, mais donc finalement, en fait, c'est juste que nous on pose d'autres questions, et ça, quelles que soient les sciences qui posent ça, là dans ces cas-là, les entreprises sont peut-être pas prêtes à entendre ça, ou ne voient pas l'utilité de ça. Et on n'est peut-être pas du coup très bien aidé quand on dit, là tu citais, finalement la connaissance en soi, c'est ça qui guide le chercheur. Il ne me semble pas que Durkheim serait d'accord, parce que les heures de peine qui nous tiennent éveillés la nuit doivent avoir une finalité autre, je crois, que la pure connaissance. Et dernier élément, juste là, ça ne demande pas de réponse, c'est juste parce que vous parlez de YouTube, etc. Il y a quand même des retours assez précis, c'est-à-dire que par exemple, YouTube, moi j'ai fait des entretiens auprès des responsables de Google, ils sont très conscients des enjeux de confiance. Donc eux, ils aimeraient bien enlever les pubs au milieu de YouTube, ils aimeraient bien enlever les contenus ambivalents. Et ils disent mais par contre on ne les enlève pas parce qu'on est comme tous les médias un géant au pied d'argile, et les annonceurs ils nous disent il n'y a aucun moyen que vous enleviez tous les trucs qui ont des risques d'efficacité parce que les gens ne les comprennent pas, ils se font tromper. Voilà. Sinon ils sont très conscients de cette problématique, et je trouve qu'en France on a bien répondu parce qu'il y a des choses beaucoup plus poussées que la FTC. Ils ont fait passer en début d'année dernière une loi qui est à mon avis bien pensée, parce qu'elle prend acte du fait que les youtubeurs ne sont pas professionnalisés, donc ils sont effectivement extrêmement candides dans leur manière d'essayer de répondre aux filles. Il y a plein d'autres entretiens qui corroborent ce que tu disais. Et donc du coup les peines sont très très fortes sur les agences. S'il y a une quelconque tentative de manipulation de ces gens qui ne comprennent rien aux enjeux du placement de produits dans le contrat, vous payez 10 fois le chiffre, le budget que vous avez mis. Donc il y a certainement des pistes en termes d'encadrement. Ce que je propose de faire, c'est de prendre les 3 questions et puis ensuite de redonner la parole aux panélistes une dernière fois. Élise? C'était plus une réflexion, mais aussi une question à Anaïk, Patrick et Lucille. Cette situation hybride entre le chercheur, le consultant, l'enseignant, moi ça fait 10 ans que je la vis. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de réfléchir ensemble? On travaille sur la professionnalisation. Je ne suis pas la seule à la vivre. Anaïk, tu vas continuer à la vivre un certain temps. Lucille et Patrick, je pense que vous êtes aussi, on est nombreux à vivre ça, on n'est pas tous. On forme des doctorants qui ne vont pas tous être des enseignants-chercheurs, qui vont continuer la recherche dans des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à résoudre de ce côté-là, un travail à faire pour que, je ne sais pas, il n'y ait plus cette espèce de dichotomie, ah bah toi tu es chercheur, ah bah toi tu es consultant. Alors je sais que Laurent Morillon travaille sur ces sujets-là, mais voilà, on se pose toujours la question, en tout cas on se pose toujours la question, et on le vit toujours comme une tension. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ensemble d'arrêter de le vivre comme une tension? Voilà, c'était une réflexion. Lucie, dernière question, et après je te repose toi sur est-ce que tu observes, alors ça faisait écho à ce que tu as présenté, à ce qu'on a pu entendre à un certain moment au Maroc l'année dernière, et je me questionnais sur la longueur de la laisse en fait. Est-ce que le fait d'être community manager sur un média social,
ça fait qu'il y a une forme d'émulation ou d'excitation, un petit peu comme l'esprit pionnier, et qu'on s'autorise un peu plus de choses par rapport à la ligne officielle. Donc maintenant, je propose chaque orateur prend 2 minutes pour répondre aux différentes questions. En fait, quand les community managers, comme je vous l'ai dit, au début, en fait, ils ne savaient pas qu'ils vont devenir des community managers, juste chargés de communication. Et même quand ils se présentaient au public, si même en fait leurs amis leur demandent vous faites quoi, ils leur disent pas je suis community manager parce que la communauté à l'extérieur ne sait pas c'est quoi le métier exactement. En fait, le métier n'est pas encore reconnu jusqu'à présent en Tunisie. C'est vrai qu'il y en a des gens qui gèrent les médias sociaux, mais on ne sait pas vraiment qu'il y a des gens qui exercent le métier et qui sont payés pour ça. Et du coup, donc, eux qui sont venus, ils ont trouvé qu'ils sont vraiment de nouveaux recrutés et que comme si vraiment ils vont changer l'organisation. Il y a eu un changement parce qu'au début, il y avait les anciens chargés de communication qui étaient chargés de la communication et le contact direct. Et ils étaient au niveau du siège principal, c'est-à-dire au niveau du groupe, mais pas parce qu'il y a en fait 6 écoles universitaires, c'est vraiment vaste le groupe. Donc après, ces anciens chargés de com, ils étaient dispatchés sur les différentes écoles et ils sont chargés de communiquer au sein de l'école elle-même, alors que les nouveaux recrutés, ils sont recrutés au niveau du département marketing et relations, marketing et communication. Leur mission, c'est la communication derrière l'ordinateur, en fait, à travers les médias sociaux. Et du coup, les anciens, les nouveaux, ils se pensaient, voilà, ils ont de nouvelles tâches, c'est à eux qui vont changer l'organisation. Et leur rendement a abouti à un résultat positif. Honnêtement, durant les 6 mois, déjà arrivé à avoir une page Facebook certifiée, c'est donné comme si mise en valeur de l'université, sur les médias sociaux, sur Internet, la e-réputation et autres. Mais par rapport aux anciens, anciens chargés de com, quand les nouveaux sont venus, on m'a raconté ça après, parce que moi je ne savais pas. On me l'a confié, on m'a dit, parce qu'au début, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ils ont fait le tour de l'université pour avoir une idée sur ces différentes écoles, les différentes disciplines. Après, on commence le travail. Donc, on nous a dit, quand on a rencontré les anciens, on nous a dit, abandonnez ce travail, vous n'allez rien gagner ici, le salaire est minable, l'expérience, elle n'est pas excellente. Et par contre, les autres, ils étaient là, dans la même université, pour des années, travailler comme chargés de communication. Et après, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont influencé l'entourage. Par exemple, le community manager n'avait pas des compétences en photographie et en montage, donc il va faire appel à un photographe. Et donc là, le photographe, qui est ancien recruté déjà, qui travaille dans l'organisation, il est ami avec l'ancien chargé de communication. Donc du coup, il y aura en fait, entre autres, les bâtons dans les roues, c'est-à-dire ils ne vont pas leur céder le travail facilement, le community manager, il ne va pas c'est-à-dire être en contact facile avec le photographe ou le monteur. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pensé, je dis ok, il y a des tensions, là il faut vraiment faire des formations en montage, en photographie et d'autres de compétences afin de diminuer. À partir du moment où les anciens chargés de com, ils ont les compétences nécessaires pour faire tout sans avoir besoin de nous ou d'autres membres. C'est là que les tensions c'est plus ou moins diminué et donc ça dépend du contexte général, de la mise en place du comité. Et le community manager, il assure réellement c'est quoi son rôle, donc il est comme tout le monde, donc il a certaines tâches à assumer, mais il devra, en fait l'intégration, il y avait des conflits entre les community managers au début, il y avait de la jalousie entre autres, parce qu'on veut avoir le maximum de nombre de femmes. Il va falloir... ça fait 4 minutes, donc j'espère que tout le monde puisse prendre une dernière fois la parole. Et moi c'était une question, c'était plus une remarque, mais... j'avais eu une idée à dire. Oui, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'il y a des agences, en fait, il y a plus une uniformité dans leur façon d'annoncer les partenariats. Ça, je l'ai remarqué, la différence, étant donné que c'est arrivé comme en plein milieu de ma ethnographie. Au départ, c'était comme vraiment pas tout le temps la même façon. Puis souvent, les gens des mêmes agences vont avoir le même message en barre d'infos. Je parle seulement des produits que j'aime et jamais ils ont vraiment une phrase comme probablement qui a été suggérée par leur agence, donc peut-être que ça peut être un certain cas. Je te dis ce que mon agence m'a dit de te dire du fond du cœur. Oui, c'est ça, du fond du cœur, je parle seulement de ce que j'aime puis j'aime ça qu'on me paye pour ça. Je vais essayer de coupler les deux. Élise, je suis absolument d'accord avec toi, il y a quelque chose à faire, mais pour aussi répondre à Alexandre, là où c'est difficile de le faire, c'est que contrairement aux sciences inhumaines, j'adore ce terme, aux sciences dures, où l'applicabilité directe est synonyme d'intérêt financier pour les organisations en général. Ce n'est pas forcément le cas en sciences molles, comme vous proposez les choses, dans nos sciences à nous.
Parce que concrètement, même d'un point de vue juste épistémologique, c'est difficile de faire comprendre aux gens que tout ce recueil de connaissances, ce traitement de données, ça peut avoir un intérêt sur le terrain, mais sans qu'ils puissent l'appliquer. Rien que ça, c'est une limite qui est très forte entre nos deux types, nos deux grandes familles. Mais c'est faisable, parce que tu vois, en 5 ans, c'est ce que j'ai fait, je me suis débrouillée pour aller chercher dans la neuroscience des informations, en sociologie des informations, et là je suis ravie qu'on soit une discipline pluridisciplinaire, parce que du coup c'est aussi facile de ramener quelque chose en neurosciences pour dire que la chimie du cerveau fonctionne comme ça, et là ils peuvent l'appliquer, et pendant ce temps-là, moi j'ai le temps de traiter mes données et d'en faire quelque chose. La deuxième difficulté vient aussi du fait que nous, on a vraiment besoin de recul pour traiter toutes ces données, ces informations. Et que donc, on a un problème de temporalité. Il y a un problème de temporalité et de recul qui fait qu'aujourd'hui, la thèse de Cifre, par exemple, en 3 ans, c'est absurde. Et donc, d'ailleurs, toutes les réunions de thésards Cifre en viennent à dire aujourd'hui, il faudrait prévoir un temps de recul suffisant pour l'écriture de la thèse. Ce qui, en sciences dures, ne se fait pas pareil, puisque de toute façon, l'applicabilité des procédés, machin et tout ça. Et en fait, et c'est entre 80 et 150 pages, donc au final, voilà. C'est de restitution. Problème de temporalité, de restitution, de traitement des données, et évidemment, je pense qu'on est un petit peu plus illuminé que certains autres chercheurs d'autres disciplines. Mais bon, on n'est pas illuminé, on est plus brillants. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Et maintenant, je donne la parole aux derniers orateurs ici. Sur les doctorants, pour rebondir sur ce que tu as dit, j'anime des séminaires qui existent dans plein d'universités en France et ailleurs, les doctoriales. En fait, en immersion pendant 5 jours, on initie les doctorants en entrepreneuriat. Et dans celle que j'anime, les intervenants sont tous j'ai récidivistes, mais voilà, font du conseil, de l'enseignement, de la recherche. Et en fait, c'est un prétexte pour travailler sur leur bilan de compétences et leur dire, vous voyez ce que vous pouvez faire. Et deuxième point, sur cette tension-là, moi je ne le vis pas du tout comme une tension. Il y a un enrichissement des différentes activités que j'ai plusieurs petites sociétés, j'en ai 3 maintenant, qui ont 3 activités complètement différentes. On fait de la R&D pour la défense, on fait des exercices de crise pour des grands comptes, pas de la défense. Il y a l'enseignement, il y a des doctorats, et en fait, au début, on a l'impression qu'on s'éparpille, et puis petit à petit, au fil des années, on se rend compte que les passerelles se construisent, et que finalement, c'est un socle large, mais qui fait une base solide pour faire plein de choses. Et quelque part, il faut le voir complètement différemment, et il y a le regard des autres. Élisée, Lucie. Moi, déjà, je trouve que Réciproque est un bel endroit, justement, pour permettre ce lien-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de bienveillance. Et puis j'aime bien faire des coms avec des pros qui ne se considèrent pas comme des pros, qui se considèrent comme des chercheurs qui sont des pros. Non, voilà, je trouve que ça se fait plutôt, ça se fait. Et c'est vrai que le problème pour moi il est plus statutaire, c'est le problème du statut de passe. Voilà, on passe 2 fois 2 ans dans certaines universités. C'est pas évident, qu'est-ce qu'on fait après Ok, sur ces paroles gays. Pose problème. Non mais voilà, des gens qui se mettent à publier avec nous. Sur ces paroles chouettes. Mais voilà, donc merci encore.